Dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier 2009, la Cour constitutionnelle a défini la majorité comme étant détenue par le parti ou la coalition de partis ayant la majorité des sièges du Parlement par opposition à la minorité qui est le parti ou coalition de partis ayant moins de sièges. Dans le dictionnaire Larousse, nous lisons la même définition en ce qui concerne la majorité. En effet, elle est définie comme le parti ou coalition de partis détenant le plus grand nombre de sièges dans une assemblée. Le contraire constitue la minorité. Et qui dit majorité dans une assemblée parle du plus grand nombre des voix ou des suffrages qui fondent la prise de décision ou l'élection. L'on se rappelle qu'en 2015, le président de la 7e législature avait été élu avec 42 voix pour et 41 contre. À l'époque donc, la majorité c'était 42 voix dans une assemblée comptant 83 députés. Mais pour ce qui est de la 9e législature, composée de 109 députés, la majorité ne peut être acquise que par le parti ayant obtenu 55 députés. Or, à l'issue des législatives de janvier 2023, aucun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale n'a eu 55 élus. L'UP Le Renouveau s'en est sorti avec 53 députés, le Bloc républicain 28 et les démocrates 28 également. Il va sans dire qu'après les législatives de janvier 2023, aucun parti politique n'a obtenu la majorité telle que définie dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier. Mais puisque l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain sont de la mouvance présidentielle, la mise en commun de leurs élus permet de dire que le camp présidentiel détient une majorité confortable au Parlement. Cela veut dire que sans l'apport du Bloc républicain, l'UP Le Renouveau à lui tout seul ne peut réclamer la posture du parti majoritaire au Parlement. La formation politique a certes le plus grand nombre de députés, mais pas assez pour décider ou pour prendre des décisions au sein du Parlement béninois. Dès lors, le Bloc républicain ne peut plus se réclamer de la minorité parlementaire, car c'est grâce à ses élus que la mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, la majorité s'oppose à la minorité, d'où la même entité politique ne peut se réclamer des deux bords à la fois. Il est vrai qu'avec le nouveau code électoral et la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le jeu des coalitions n'est plus possible entre partis politiques. Cependant, dans le contexte politique actuel, et si l'on s'attache rigoureusement au test, aucune majorité parlementaire ne peut s'affirmer pour le camp présidentiel sans l'union des deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. Et quand pour les intérêts de la mouvance, l'on a accepté le principe, il n'est pas bienséant de le rejeter pour faire prévaloir les intérêts de son groupe parlementaire. Étant donné que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, l'idéal serait peut-être de faire les réajustements juridiques qui s'imposent afin de rester dans la ligne de la décision DCC-09-002 du 8 janvier 2009 au lieu de la juger caduque. Donner de son sang est un acte de générosité. C'est de ce fait que cette donatrice a choisi de faire le geste utile pour sauver des vies en cette journée internationale du don de sang. Depuis quand j'étais petite, là, on avait donné du sang, mon petit frère. C'était très, très difficile à trouver. Donc j'ai choisi de commencer par donner du sang en ce moment-là. Même mon papa aussi a choisi de donner. Si cette dame n'a pas hésité à donner de son sang, il n'en est pas de même pour d'autres citoyens qui affichent une réticence. Pour le docteur Crépin Adetola, qui explique que le don de sang n'a en réalité pas de conséquences néfastes sur la santé, plusieurs raisons sous-tendent ces réticences enregistrées dans le rang des donateurs. Il y a le fait que les gens manquent cruellement de moyens pour suivre. Il y a le fait aussi que ils sont réticents aussi par rapport à l'aiguille que nous utilisons, parce que c'est piqué quand même. Mais quand on pique quelqu'un, ça fait mal. Et mieux, c'est qu'il y a des gens qui viennent, disent d'accord, je vais donner de mon sang, ils tendent leurs bras, mais c'est au moment de faire la ponction qu'ils se rendent compte de l'aiguille, ils voient le truc et disent mais écoutez, ça, je ne peux pas, je ne donne pas. Et puis ça, il faut leur expliquer, il faut reprendre le travail de sensibilisation. Donc, il y a ça. Il y a que lorsque nous prenons du sang, nous faisons des examens sur les poches de sang, sur le don. Et parmi ces examens, vous savez, tout le monde n'a pas le courage d'affronter la réalité sanitaire. Mais
c'est là maintenant que vient encore notre rôle de sensibilisation et d'explication. Il y a aussi la religion aussi qui interfère. Au-delà du fait que le donateur se débarrasse des vieilles cellules nécessaires pour l'organisme d'autres patients en donnant de son sang, il jouit également d'autres avantages dont une prise en charge effective. Le donneur fidèle, c'est celui-là qui a fait au moins 3 dons et qui fait régulièrement ses dons, tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes. Alors, s'il le fait comme ça, lorsqu'il est malade, il bénéficie à ce jour. Dans l'ancien temps, il bénéficie d'une prise en charge qu'il exhibait partout pour ses soins. Mais aujourd'hui, il a un petit stand-by là-dessus. Par contre, il y a une prise en charge à l'interne. Tous les examens biologiques que nous faisons ici, on peut vous les faire gratuitement. Et lorsque vous êtes malade et que vous avez besoin du sang, vous recevez gratuitement les poches de sang. Vos enfants qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas l'âge de donner, et votre épouse qui est enceinte, parce que l'épouse en réalité est adulte, elle peut donner elle aussi. Mais pendant qu'elle est enceinte, c'est qu'elle ne peut pas donner, parce que c'est une contre-indication lorsque vous êtes enceinte. Donc, on peut la transfuser et lui faire tout au moins le repas sanguin, ce qui n'est pas mauvais. À l'occasion de cette journée internationale de don de sang, les différents acteurs de ce geste humanitaire exhortent tous les donateurs réticents et autres à faire le choix d'une œuvre salvatrice. C'est une bonne chose de sauver les vies. Ça donne aussi la bonne santé à la personne même. Ah oui, à ceux qui n'ont pas encore commencé par donner le sang, je les prie vraiment de rejoindre l'équipe, les donneurs. Si 1 à 5% de chaque population peut donner de son sang, le sang attendra les patients dans nos hôpitaux. Donnons donc de notre sang pour réduire les taux de mortalité, notamment infantile et juvénile. J'ai vu que les épreuves étaient bonnes parce que moi, j'ai appris beaucoup avant de venir. Donc, après tout ce que j'ai appris, au moins la moitié est sortie. Donc, j'ai écrit, toutes les épreuves étaient bonnes. Mais la mathématique, je n'ai pas tout cassé. J'ai cassé un peu seulement et j'ai laissé le reste, ce que je pouvais casser. Mais les autres épreuves, c'était trop bon. La mathématique aussi est bon pour ceux qui savent faire la mathématique. Mais ceux que moi, je ne pouvais pas faire, donc j'ai laissé ça comme ça. Les épreuves étaient abordables. Selon moi, j'aurais une bonne moyenne. Parce que moi, je ne m'attendais pas à cette épreuve si facile. Et avec cette mathématique-là, je pense que ma moyenne va augmenter. Je n'ai pas pu finir la consigne, mais je vois que l'épreuve est abordable. Les épreuves ne sont pas quelque chose de difficile, mais la mathématique, mais moi, je n'ai pas fini tous les sujets qui sont sur les épreuves. Parce qu'il y a certains sujets là, bon, moi, je n'arrive pas à me défendre contre certains sujets. Parce que la SA1 était un peu facile, mais la SA2 est un peu compliquée pour moi, selon moi. On nous a demandé de faire de calculer les distances, et puis sur la SA2 de calculer la hauteur, les réunions, tout ça. Mais moi, je n'arrive pas à me débloquer de ça là. Bon. Mais par la grâce de Dieu, c'est bon. Dans toutes les épreuves, c'est l'épreuve de mathématiques qui est un peu difficile pour moi. Mais je sais que je dois avoir la moyenne pour le PPC cette année. Il y a certaines questions que je n'ai pas compris, donc j'ai laissé passer. Dans les autres, je peux avoir la moyenne, sauf peut-être en physique et en maths. Dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier 2009, la Cour constitutionnelle a défini la majorité comme étant détenue par le parti ou la coalition de partis ayant la majorité des sièges du Parlement par opposition à la minorité qui est le parti ou coalition de partis ayant moins de sièges. Dans le dictionnaire Larousse, nous lisons la même définition en ce qui concerne la majorité. En effet, elle est définie comme le parti ou coalition de partis détenant le plus grand nombre de sièges dans une assemblée. Le contraire constitue la minorité. Et qui dit majorité dans une assemblée parle du plus grand nombre des voix ou des suffrages qui fondent la prise de décision ou l'élection. L'on se rappelle qu'en 2015, le président de la 7e législature avait été élu avec 42 voix pour et 41 contre.
À l'époque donc, la majorité c'était 42 voix dans une assemblée comptant 83 députés. Mais pour ce qui est de la 9e législature, composée de 109 députés, la majorité ne peut être acquise que par le parti ayant obtenu 55 députés. Or, à l'issue des législatives de janvier 2023, aucun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale n'a eu 55 élus. L'UP Le Renouveau s'en est sorti avec 53 députés, le Bloc républicain 28 et les démocrates 28 également. Il va sans dire qu'après les législatives de janvier 2023, aucun parti politique n'a obtenu la majorité telle que définie dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier. Mais puisque l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain sont de la mouvance présidentielle, la mise en commun de leurs élus permet de dire que le camp présidentiel détient une majorité confortable au Parlement. Cela veut dire que sans l'apport du Bloc républicain, l'UP Le Renouveau à lui tout seul ne peut réclamer la posture du parti majoritaire au Parlement. La formation politique a certes le plus grand nombre de députés, mais pas assez pour décider ou pour prendre des décisions au sein du Parlement béninois. Dès lors, le Bloc républicain ne peut plus se réclamer de la minorité parlementaire, car c'est grâce à ses élus que la mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, la majorité s'oppose à la minorité, d'où la même entité politique ne peut se réclamer des deux bords à la fois. Il est vrai qu'avec le nouveau code électoral et la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le jeu des coalitions n'est plus possible entre partis politiques. Cependant, dans le contexte politique actuel, et si l'on s'attache rigoureusement au test, aucune majorité parlementaire ne peut s'affirmer pour le camp présidentiel sans l'union des deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. Et quand pour les intérêts de la mouvance, l'on a accepté le principe, il n'est pas bienséant de le rejeter pour faire prévaloir les intérêts de son groupe parlementaire. Étant donné que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, l'idéal serait peut-être de faire les réajustements juridiques qui s'imposent afin de rester dans la ligne de la décision DCC-09-002 du 8 janvier 2009 au lieu de la juger caduque. À l'issue de ce malheureux événement, on dénombre 10 personnels du détachement de la direction du matériel, les armées brûlées au 2e degré et le décès d'une riveraine de 93 ans. Les 10 blessés ont été conditionnés à l'hôpital de zone d'Alada, puis évacués au centre national hospitalier universitaire Hubert Kutokumaga de Cotonou. Certaines victimes sur la base d'un certain nombre de critères ont été évacuées en France. Et en ce qui concerne l'évolution et le bilan final, l'on peut noter 5 survivants, dont un blessé, soigné et guéri. 4 blessés graves, toujours hospitalisés en France. 5 décès, dont 3 survenus au CNHU de Cotonou en soins intensifs et de réanimation et 2 en France. Des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau de certaines infrastructures de l'École nationale des officiers, à savoir le bloc dortoir, les salles d'instruction, le bloc administratif, l'infirmerie, la résidence du commandant de l'école. Des véhicules et des habitations environnantes ont par ailleurs été endommagés. Une équipe est déployée sur le terrain pour faire l'évaluation environnementale et sociale. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution a commencé la dépollution du site. Le gouvernement s'emploie depuis 2016 à faire de l'éducation et de la formation un levier important de développement. À cet effet, la prise de certaines mesures spécifiques destinées à améliorer l'efficacité interne du sous-secteur des enseignements maternels et primaires est propice à l'atteinte de l'objectif d'une éducation inclusive de qualité pour tous. Or, en dépit des efforts et des performances qui s'enregistrent, il s'observe encore les disparités qui en limitent la portée. Aussi, serait-il indiqué que des mesures supplémentaires d'équité soient mises en place pour certaines zones géographiques moins favorisées au profit de catégories sociales en quête de meilleur confort de vie. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de lanterne solaire dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire afin d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissages et évaluation. Le dit projet est mis en œuvre sur financement vers obtenu de la coopération
avec le Japon. Sa phase pilote impactera les départements de la Liborie, de l'Atakora, du Bogu, des collines, du Koufo, de la Donga, du Mono, de l'Uemé, du Plateau et du Zou à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3000 élèves retenus sur la base de critères d'identification et de choix objectifs. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné un quatuor d'arbitres de la République démocratique du Congo, RDC, pour officier la rencontre cruciale entre le Sénégal et le Bénin, s'inscrivant dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Jean-Jacques Ndalan Gambo de la RDC sera alors le juge central. Il sera assisté respectivement de ses compatriotes Olivier Kabene Safari, de Guilin Bongele Ngila et de Yannick Malala Kabanga. David Koutougou Yameogo du Burkina Faso a été également désigné par la CAF pour être le commissaire du match. Et parlant toujours de cette rencontre, les Guépards du Bénin mettent tout en œuvre pour améliorer leur performance sur le terrain. Ce mercredi 14 juin 2023, les joueurs se sont réunis à leur base pour une séance de décrassage matinale. Ces exercices permettent aux joueurs de réduire l'acide lactique et d'éliminer les courbatures. Les Guépards du Bénin ne laissent rien au hasard. Ils sont également essentiels pour maintenir le niveau physique des joueurs et minimiser les risques de blessures. La séance de décrassage de ce mercredi matin témoigne de leur engagement envers l'amélioration constante de leur performance. En refermant cette page de la CAN Côte d'Ivoire 2023, nous parlons à présent de la Super League Pro au Bénin. À une journée de la fin de cette ligue, chaque club est déjà situé sur son sort. Si depuis la journée précédente, Coton FC et Loto Popo sont assurés d'être respectivement premier et deuxième, les Dragons de l'Ouémé viennent d'être confirmés derniers. Battus 2-0 par Dynamo d'Abomey ce week-end, les Dragons sont derniers avec 16 points et 5 points de retard sur l'avant-dernier. Après 23 journées disputées, ils ont remporté 2 matchs et fait 10 matchs nuls avec 11 défaites. Par ailleurs, les Buffles du Borgou, avant-dernier du championnat, à une journée de la fin du championnat, peuvent espérer quitter cette avant-dernière place s'ils arrivent à faire un match sans faute à la dernière journée. Et dans le même temps, espérer que les requins de l'Atlantique fassent un faux pas ou tout au moins un match nul.